Donc, vous m'avez demandé de venir vous parler de l'ethnobotanique, ce qui m'a fait travailler, parce que faire le tour de l'ethnobotanique, moi j'ai l'habitude de parler des ethnobotaniques, vous allez voir que je vais naviguer d'un bord à l'autre. Il y a beaucoup de manières de la penser et de la pratiquer. Alors beaucoup de manières parce qu'on est vraiment au carrefour entre deux disciplines. D'un côté, l'ethnologie, la science des ethnies, c'est-à-dire les sociétés, comment elles fonctionnent, et en l'occurrence, leur relation aux plantes. Et de l'autre côté, la botanique. Alors toute la question, c'est comment se construit l'articulation entre les deux domaines scientifiques. C'est précisément ce dont je vais vous parler en présentant... Alors je me suis frayé un chemin qui est le mien, dans lequel je me mets en scène moi-même parce que j'ai très bien connu les trois personnages dont je vais vous parler. J'ai travaillé avec chacun d'entre eux. Donc c'est une ethnobotanique de l'intérieur. Vous auriez invité d'autres personnes, bon, je pense qu'on serait arrivé à peu près au même résultat à l'arrivée, mais ils auraient peut-être pris des biais différents. Moi, j'ai choisi de vous parler de ces trois personnages. Alors, le premier, évidemment, qui s'impose et qui est la figure même de la botanique au muséum, la botanique de la France, qui est l'âme de ce jardin, qui est la figure qui est à l'origine de tout, grâce à Anne-Elisabeth. Et c'est évidemment Paul Jovet. Ensuite, alors Paul Jovet, tout le monde connaît quand même, plus ou moins. J'espère renouveler votre connaissance du personnage en question à travers ce que je vais en dire. Ensuite, il y a... Vous connaissez le personnage du milieu? Alors oui, je m'interromps une petite seconde pour vous dire que, surtout, si vous avez des questions qui vous travaillent en cours d'exposé, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ce sera un peu moins solennel et ce sera peut-être aussi bien. Donc alors, maintenant je m'adresse à vous. Du discours à la pratique, est-ce que vous connaissez le personnage du milieu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ben, je pense pas, parce qu'il est... Eh ben, Paul Jovet, évidemment, il vous rassemble, il nous rassemble, donc vous le connaissez. Alors, le personnage central, c'est un très, très grand savant. C'est une figure de l'interdisciplinarité extraordinairement libre, encyclopédique et même audacieuse. Mais il est plutôt connu des scientifiques. Alors, c'est André-Georges Audricourt. Je vais prendre je pourrais faire un exposé à rallonge simplement sur Audricourt, le jeu n'est pas là. Je vais tirer quelques fils. Son nom. Alors, Audricourt, vous allez le voir après, écrit en toutes lettres. H-A-U-D-R-I-C-O-U-R-T. Et puis... pas possible de parler d'ethnobotanique, surtout si on fait un détour par les jardins ethnobotaniques, sans parler, est-ce que vous reconnaissez le personnage de gauche? Non, Pierre Liotagui. Non, même pas. Liotagui. Ah, voilà. Qui est beaucoup plus médiatique. C'est quelqu'un qui a énormément écrit et il a un rayonnement dans le grand public à partir du domaine scientifique, mais c'est vraiment quelqu'un qui est... Pierre Liotagui. Liotagui. Vous m'entendez pas bien? Il faut que je porte la voix. C'est celui de droite, oui. Ah ben celui de gauche, c'est Paul Jovet. Oui. Celui de droite, le personnage qui montre une feuille, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je cherche à travers l'évocation de ces trois personnages? Bien, à montrer comment s'articulent la botanique et l'ethnologie. D'autre part,
comment se construit le lien au muséum, parce que ces trois personnages sont en relation avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, comme ce jardin ici, à travers la figure de Paul Jovet. Et d'autre part, je mobiliserai ma propre histoire de chercheur, ayant travaillé entre autres dans le domaine de l'ethnobotanique, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien connu ces trois personnages-là. Alors, un petit peu de recul historique. En fait, le mot lui-même et la construction de la discipline, sa définition, les différentes définitions, viennent des États-Unis. L'inventeur du mot, c'est John William Archberger, et donc il a créé ce mot en 1895. Lui-même, comme souvent les chercheurs américains, nous, on a inventé l'interdisciplinarité dans la recherche française il n'y a pas si longtemps. Les chercheurs américains sont beaucoup plus transversaux que l'on ne l'est, nous, les chercheurs français. Alors lui, il est d'abord botaniste, c'est sa discipline de référence, mais il est aussi écologue, un petit peu anthropologue, et d'autant plus que on l'a qualifié parfois d'explorateur. Il connaissait très très bien les autochtones américains, les Indiens d'Amérique. Alors voilà quelle est sa définition originelle. Ça, c'est important pour fixer les idées. Et on reviendra sur la définition à l'issue de l'exposé. Science de l'usage des plantes par les peuples aborigènes, autochtones, locaux, indigènes. Hein, on joue sur tous ces mots plus ou moins chargés dans l'histoire culturelle. Alors, son successeur, Wilfred Williams Robbins, lui, était archéologue. Très important dans les idées de l'ethnobotanique, c'est la prise en compte des faits ayant trait aux relations entre nature et société dans la très longue durée. Je vais revenir sur ces points dans l'exposé. Alors lui, il complique un peu, il élargit en décrivant l'ethnobotanique comme la science expliquant la compréhension qu'ont les peuples autochtones, donc autochtones, aborigènes, indigènes, c'est la même chose, de la vie végétale et les relations qu'ils ont avec les plantes au-delà de l'aspect purement économique. C'est-à-dire que la définition de Archberger, c'était plutôt les usages, hein, la fonction économique, la fonction en général matérielle. Lui, il a une définition beaucoup plus large qui implique d'éclairer par l'ethnobotanique le fonctionnement de la société en général. Donc c'est beaucoup plus ambitieux. Et moi, je trouve très important de jouer entre les deux définitions, une définition simple et qui est très importante parce qu'elle est simple, et on la précisera au fil de l'exposé, et puis une définition plus ambitieuse et qui vise à comprendre le rôle joué par les plantes dans le fonctionnement de la société en général, des aspects matériels aux aspects immatériels, les représentations, l'idéologie, la religion, donc là on vise très très haut. Alors vous voyez que le champ de l'ethnobotanique, le domaine de l'ethnobotanique, c'est très très vaste, et moi c'est pour ça que je le trouve très très passionnant, parce qu'il n'y a pas de limite, et d'autant plus qu'on est dans l'interface entre deux disciplines. Dernière précision historique, c'est André-Georges Audricourt, là vous voyez comment ça s'écrit, qui utilise ce mot beaucoup plus tard en France, pour la première fois, dans la conclusion d'un livre extraordinaire, dont je vais parler plus tard, et qui s'appelle « L'homme et les plantes cultivées ». Donc on balaye les plantes sauvages et les plantes cultivées. Et ça, c'était en 1943. Je vais vous parler de ça. Alors maintenant, je vous ai annoncé qu'on allait réfléchir à la manière, le pourquoi du comment, on passe de la botanique à l'ethnobotanique. Et pour ce faire,
je vais jouer entre deux personnages, alors que voici, qui se connaissaient très bien, la preuve. À droite, vous avez une caricature, on peut dire, un portrait d'André-Georges Audricourt. Alors vous voyez en dessous, est-ce que vous, pour ceux qui connaissent bien l'herbier de Paul Jovet, vous reconnaissez sa signature, hein, le P et le J entrelacés, avec deux points en haut et en bas, et avec sa manière incroyablement précise de toujours référencer dans le temps ses productions. Et là, c'était le 18 décembre 1952. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je vous dis le contexte, parce que là aussi, la sociabilité des gens de la botanique et des gens de l'ethnobotanique, ça passe par les sociétés savantes, et notamment la fameuse Société botanique de France, la SOSBOT, pour les initiés. Alors, qu'est-ce que fait... C'était lors d'une séance de la Société botanique de France, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Audricourt? Ben, il est en train de roupiller. Il s'est endormi. Alors attention, pour ceux qui connaissaient bien Audricourt, très souvent, il faisait semblant de dormir. C'était une manière de se concentrer et d'échapper au contexte trop agité. Et en fait, après, il intervenait. C'était quelqu'un d'une intelligence et d'un culot, et puis très ironique. Donc il intervenait. Tout le monde croyait qu'il roupillait, et en fait, il roupillait pas du tout, il se concentrait. Bon, enfin, n'empêche que Jovet, qu'il connaissait très bien, qu'il fréquentait dans ce cadre-là, eh bien, il l'a pas loupé en train de dormir. Et à gauche, vous reconnaissez Paul Jovet. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jardinier du muséum, un personnage magnifique, Alain Duino, un grand jardinier, aussi féru de botanique que de pratique du jardinage, en charge de l'école de botanique à la fin de sa vie, et un personnage par ailleurs d'une humanité extraordinaire. Alors on lui a demandé avec Anne-Elisabeth de portraiturer Paul Jovet, et vous allez voir pourquoi. Alors, ces deux... est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre le nez dans un bouquin qui s'appelle « Sauvage dans la ville ». Alors ça, c'est le titre sur la première page. Et c'était d'ailleurs le titre, si ma mémoire est bonne, du colloque d'hommage qu'on avait rendu à Paul Jovet à l'occasion de la célébration du centenaire de sa naissance au Muséum, bien sûr, en 1995. Le sous-titre qui donne une idée plus précise de notre ambition et de notre démarche, de l'inventaire naturaliste à l'écologie urbaine, hommage à Paul Jovet. Donc. Alors, vous le connaissez ce livre? Il est dans la bibliothèque, bien sûr. Hein. Alors, moi je me permets de vous le conseiller en toute immodestie, n'est-ce pas Anne-Elisabeth? On a bossé comme des folles sur l'organisation de ce colloque et sur la publication des actes. Et il est vraiment plein de ressources interdisciplinaires, et d'autre part, par l'iconographie. Les deux dessins que j'ai présentés précédemment sont issus de ce bouquin, et d'autre part, il y a des petites vignettes, alors elles sont pas de très bonne qualité, puis là, hein, c'est présenté à grande échelle, mais n'empêche que c'est drôlement intéressant. Alors, ça représente une excursion, parce que une des manières de faire de la botanique ensemble, c'est de partir en excursion, des excursions organisées par la SOSBOT, Société botanique de France. Alors là, c'était une excursion très singulière, donc en juillet 1951. C'était sur le territoire, on peut dire, hein, les botanistes ont des territoires de chasse, hein, il faut bien dire. Là, on était chez le chanoine Paul Fournier. Vous connaissez Paul Fournier? Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est un chanoine, donc, et il est célèbre par... c'est l'un des grands auteurs de flore en France. Et lui, c'était les 4 flores de France, donc, de 1934 à 1940. À droite, c'est un groupe de cette excursion, et on voit le personnage... ça marche, là, vous voyez? Oui. Eh bien, vous voyez, c'est lui, là, Paul Fournier.
Paul-Victor Fournier. Et en soutane, évidemment, à l'époque, avec son béret, pas basque. Et cette photo est très intéressante pour plein de raisons. D'abord, on voit beaucoup de gens en soutane. Alors, ça nous a donné envie, on n'a jamais concrétisé, mais ce serait drôlement intéressant d'organiser une recherche collective interdisciplinaire sur le rôle des gens d'église dans l'histoire de la botanique. Et c'est pas par hasard qu'il y ait deux grands personnages de l'Église, enfin grands au sens de botaniste, le reste je ne sais pas trop, si le chanoine Paul Fournier, si le chanoine c'est qu'il a grimpé dans la hiérarchie, mais deux des fleurs de France sont l'œuvre de gens d'église. La fleur de Coste, dont j'ai parlé tout à l'heure, en parlant plus précisément de la vie et de l'œuvre de Paul Jovet. Alors, vous voyez, l'ethnologie, l'ethnographie, la méthode, c'est une photo comme celle-là, elle est pleine de renseignements. Et alors, quels sont les renseignements? Nous, on décortique pour faire sortir toute la signification, toutes les informations depuis un document. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce document aussi? Il y a deux autres faits vraiment intéressants. Il sèche. Allez, on a même le droit de dire des conneries. Hein. Il n'y a pas de femme. Si, il y en a une. Mais c'est tout à fait révélateur. C'est un monde, à l'époque, c'est un monde d'hommes et qui s'est largement féminisé comme beaucoup de lieux et d'activités dans la société. Tu disais quelque chose, Fabien? Non, c'est dans un lieu cultivé et dans un oui, lieu voilà. Mais là, je voulais attirer votre attention sur un objet de botaniste. Vous voyez ce qu'il porte en travers avec une lanière en travers de la poitrine, là, c'est la fameuse boîte d'herborisation, la boîte du botaniste. Et alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, il y en a, on en voit au moins une, là, et on en voit deux ici. Alors, voilà, ça c'est un objet technique, c'est l'habillement, l'équipement du botaniste sur le terrain. Alors là, on est effectivement à la campagne, à votre droite, et à gauche, on est carrément dans le jardin du chanoine. C'est pas le même groupe, et alors on se rapproche de notre sujet. Est-ce que vous reconnaissez des gens, là, sur cette photo? Ah, voilà. Alors, on a Paul Jovet au centre-gauche, si j'ose dire, ça lui va plutôt bien. Et il est équipé, alors il est en train de tirer sur une cigarette, comme d'habitude. Et puis, qu'est-ce qu'il a sous le bras? Son fameux sous-main. Et alors ça, c'est vraiment intéressant. Lui, je pense qu'il n'a jamais pratiqué le vasculum. Hein, c'est en latin, vous savez que les botanistes, hein, ils parlent latin. La boîte en question s'appelle le vasculum. Et à ma connaissance, Paul Jovet n'a jamais pratiqué le vasculum. Et moi, je crois que c'est lié à son histoire de vie. Il a commencé à faire de la botanique quand il était instituteur dans la banlieue nord de Paris, et notamment à Aubervilliers. Et ça lui servait à la fois, c'est bien plus pratique en fait, ça lui sert à la fois de commencer à préparer les échantillons, hein, de les ranger. Alors c'est bourré de papier journal et c'est serré par un grand élastique qu'on trouve en mercerie. Et d'autre part, vous voyez le blanc là sur le porte-document, eh bien ce sont des feuilles de papier. Moi, je suis la tribu des Macs et je suis pas très bien, je suis un peu maladroite avec cet ordinateur-là. Et donc, ça lui sert de support en même temps pour faire des relevés de végétation, pour noter les plantes qu'il trouve sur le terrain. Donc voilà, plein de raisons pour abandonner le vieil objet, alors qui date de l'histoire de la botanique, hein, le vasculum. Et lui, moderne, eh bien, il a abandonné ça pour privilégier ce porte-document. À gauche, le personnage qui est à sa gauche, est-ce que vous reconnaissez? Non, tu crois que c'est Gérard Rimonin, là? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas.
attends, qui est à sa gauche, le personnage féminin qui est à sa gauche là, c'est Suzanne Joveas, c'est sa femme, grande professeure, grande scientifique, première femme professeure dans l'histoire du muséum, il faut quand même le dire, et spécialiste d'un groupe de plantes sans fleurs, hein, de cryptogames. Et qui est quelle est la silhouette, à qui appartient cette silhouette extravagante? Eh bien, c'est André-Georges Haudicourt, qui avait toujours une dégaine absolument pas possible. Il avait beaucoup navigué à travers le monde, en Indochine et en Russie soviétique. Il était communiste d'ailleurs. Et alors là, vous le voyez équipé d'un casque colonial et puis une grande barbe noire. Et là, ils sont dans le jardin du chanoine, dans le jardin même. On pourrait même faire repérer les plantes qui poussaient, mais quand même, ça nous amènerait trop loin. Alors, à gauche, moi, je pense qu'on est sur un pont sur la Bidassoa, mais vous allez peut-être m'éclairer. J'ai pas d'informations sur cette photo. On est sans doute, d'après la silhouette de Paul Jovet dans les années 50, vous voyez, il est marié avec son porte-document. Il a toujours la cigarette au bec. Il avait arrêté à la fin de sa vie. Hein. Et à gauche, il est flanqué, toujours sur sa gauche, hein, c'est intéressant aussi, il est flanqué de sa femme, grande botaniste aussi, donc. Et puis, à droite, beaucoup plus loin dans le temps, à mon avis, on est dans les années 80 et dans la région parisienne. Toujours flanqué, alors là, je connais cet objet-là qu'il a sous le bras parce que il m'avait demandé, je lui avais expliqué que je travaillais au Niger, moi, à l'époque, et à Niamey, figurez-vous. Et donc, il y avait une activité artisanale formidable avec de la peau de zébu, et je lui avais fait fabriquer cet objet-là. Je ne sais pas s'il existe encore. Vous l'avez ici, son zébu, il appelait ça son zébu. Alors, pourquoi je vous montre ces photos? Parce que, alors, Paul Jovet a joué un rôle très actif dans la Société botanique de France. C'était un des piliers, et comme il était très pédagogue, et que dans ce milieu, c'est moins vrai, enfin, ou autrement pour Haudicourt, mais on a le goût de la transmission, de passer aux jeunes gens la passion de la botanique. Et ça passe par le terrain. La transmission, elle se fait beaucoup sur le terrain. Alors, dans une institution, le muséum, je ne sais pas si vous connaissez bien, ou un peu, ou pas du tout, le Muséum national d'histoire naturelle et son lieu, qui est à la fois un jardin public, mais aussi un jardin de sciences, un jardin conservatoire, le jardin des plantes. C'est tout de même une institution, depuis l'origine, qui est tournée vers les mondes lointains, pour ne pas dire les colonies. Il y a quand même une tradition coloniale carabinée au muséum. Et donc, les scientifiques sont tournés vers l'exploration des flores et des ressources de la faune lointaine. Paul Jovet, il a fait, on peut dire, intrusion, tâche peut-être, on peut dire, dans ce monde-là, en revendiquant de travailler toute sa vie sur la flore de France, ce qui n'était pas forcément toujours très bien vu. Alors, ses compétences se sont exprimées par des productions diverses, outre bien sûr la fabrication d'un herbier fantastique et multiforme, portant sur la France entière, mais aussi sur la ville. Tout ça, Anne-Elisabeth est liée depuis... Et le Maroc aussi. Et la Suède. Et au début, il était nommé pour travailler sur Madagascar, je crois. Et il a fui complètement. Non, il a revendiqué, il a construit la flore de France comme un objet scientifique légitime. Et je pèse mes mots parce qu'au muséum, c'est pas rien. Alors, il a réalisé 2 cartes de la végétation, dont la carte de Bayonne avec Georges Dupias en 1969, vous voyez à gauche. Et surtout, on peut dire, Anne-Elisabeth, tu m'arrêtes si tu n'aimes. J'aimerais bien qu'on dialogue autant qu'il sera possible. De toute façon, je vais te mettre en scène tout à l'heure. Et son grand œuvre,
pour lequel on a créé, il est devenu directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS. En même temps, il était sous-directeur du laboratoire de phanérogamy, les plantes à fleurs au muséum. Et le CNRS a créé pour lui, sur la base de ses connaissances et de son rôle dans l'approfondissement des connaissances de la flore de France, le Centre national de floristique, et dans ce cadre-là, son grand œuvre, c'était les suppléments à la flore de Coste. Alors voilà le nouvel AB, hein, vous voyez, flore descriptive et illustrée de la France par l'abbé Coste, et il a publié 7 fascicules de 1975 à 1990. Alors j'ai choisi celui-là, parce que je ne sais pas si vous... Non, c'est beaucoup trop petit. Mais vous avez, sous le nom de Paul Jovet, avec co-autrice Anne-Elisabeth Wolf. C'est elle. Alors... Juste une question. Vas-y. Je veux que je... Coste était bien mort quand Anne-Elisabeth vous avez ajouté ces suppléments. Ah oui, 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 depuis longtemps. Alors, Coste, je n'ai pas mis ces dates. Fin 19e. Alors, sa flore la flore de France, hein, ça s'appelle. Hein. Elle est tout simplement, simple et de bon goût. Ça s'échelonne, si ma mémoire est bonne, entre 1914 et 1918, quelque chose comme ça, pendant la guerre. Je pense que c'était 10. Ah oui, 10 à 15. Oui, tu as sans doute raison, c'était juste avant la guerre. 14-18, c'est d'autres dates. Et donc, ça, en général, quand on s'attelle à une telle œuvre, c'est pas en début de vie. Hein. Donc, c'est vrai que j'aurais dû mettre ces dates, mais c'est la génération... je pense que c'est la génération juste au-dessus de Paul Jovet. Hein. Bon, ça... L'objet de vos suppléments, c'était quoi? Vous vous souvenez? Oui, c'était inclure dans la flore de France les nouveautés qui étaient arrivées, les plantes qu'il avait vu apparaître et qui venaient des pays étrangers. Les adventices, donc. Et puis, les modifications des espèces qui avaient été bien répertoriées par la Pécosse. Voilà, et puis les changements. À la limite, deux scientifiques qui se parlaient à des moments différents. Absolument, absolument, absolument. Et vous savez que les botanistes aiment beaucoup... il y a une organisation mondiale qui est en charge d'actualiser la nomenclature, c'est-à-dire comment on nomme les plantes. Et donc, il y a des ajustements permanents. Et l'un des rôles, comme tu disais, Anne-Elisabeth, c'est de montrer les correspondances entre les anciennes dénominations et les nouvelles dénominations adoptées. Alors, Paul Jovet, quand même, disait à propos des changements de nom, il appelait les gens qui changeaient les noms, un peu méchamment, comment il... Des synonymes. Oui, c'est très... oui, ben oui. Des synonymales. Synonymia. C'est-à-dire la manie de... parce qu'il faut dire tout... Bon, enfin, c'est tout un jeu de pouvoir et de légitimité par rapport aux anciens, quoi. Hein. On renouvelle, on modernise. Ça permet de mettre sur un binôme latin, le nom d'espèce et de genre, vous mettez votre nom, absolument. La vanité, où va se loger la vanité et les botanistes? Alors, en fait, vous mettez ce que avant, Linné, et puis vous mettez votre nom après. Bon, on pourrait développer cette idée assez drôlatique, si vous voulez, mais il faut qu'on avance. Et je vais parler du troisième supplément qui nous intéresse tout particulièrement. Alors, à droite, on est dans les hauts lieux du jardin et tout particulièrement dans la grande esplanade. Dans l'arrière-plan, vous avez la grande galerie de l'évolution qui a fait l'objet d'une formidable métamorphose, un haut lieu muséographique. Et alors, voilà Paul Jovet dans un de ses lieux et de ses activités favoris avec son zébu, hein, puisque là on est 1988, et il est en train de noter des plantes qu'il trouve là en bordure des parterres. Et à gauche, est-ce que vous reconnaissez le personnage qui est avec Paul Jovet? Eh bien, c'est Anne-Elisabeth,
On est en septembre 1987. Et alors ces lieux, c'est très intéressant. Jovet avait tout un vocabulaire pour parler de ces endroits. Là, on est dans la partie tout à fait professionnelle du muséum, hors jardin. On est dans une cour. Alors ce sont des endroits absolument charmants déjà, un peu désuets, très très intéressants du point de vue de la flore spontanée. Ce que Paul Jovet appelait les coulisses de l'institution, les coulisses, c'est intéressant par rapport à l'idée de théâtre. Le jardin, c'est un grand théâtre, et les lieux professionnels intimes, les cours intérieures des grands laboratoires, je pense qu'on est devant le laboratoire de chimie, comme c'est pas très bien entretenu et que d'autre part au muséum, on a quand même de la sympathie avec ce que certains appellent les mauvaises herbes et d'autres appellent les herbes folles. Il poussait des tas de choses, et lui, comme pour lui, tout ça illustre le fait que un botaniste de terrain, un botaniste herborisant, dit-on avec une image très forte, ben c'est quelqu'un qui... alors, Jovet passait sa vie à herboriser, a commencé par son propre jardin. Quand il allait prendre le train à la gare d'Athis-Mons, il herborisait pour voir ce qui échappait aux produits chimiques et à l'entretien des voies. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Haute-Savoie avec lui sur un des sites dépendants du muséum à Samoin, le jardin de la Gésinia. Bon, quand on allait faire des courses, nous, on était avec ma collègue, on était dans le supermarché. Lui, il herborisait sur le parking. Paul Jovet et sa femme ont herborisé pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, sur les lignes de métro aérien qui étaient fermées, et donc il s'est mis à pousser des tas de choses là-dessus. Tout est herborisable, si je peux me permettre un verbe un peu audacieux. Et c'est un style de vie, c'est un art de vie, c'est vivre tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, le Paul Jovet? Eh bien, il cherche ça. Et il y a toutes les chances qu'il le trouve. Alors, il y a une grande synthèse dans le 3e supplément à la Flore de Causse en 1975. Ce sont les Galinsoga. Est-ce que vous connaissez ça? Alors ça, c'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi et comment. Alors, lui, il cherche le jeu entre deux espèces. Galinsoga aristulata, alors je vous passe les synonymes, on ne donnera pas dans la maladie dont on vient de parler. Et puis, à droite, c'est le Parviflora. À gauche, ce sont les dessins de Paul Jovet. À droite, c'est plus tard, au moment de la création de son centre de floristique, il avait embauché un dessinateur professionnel. Alors, ce qui est très intéressant, mais là on voit rien du tout, c'est que dans l'échantillon de gauche, il dit que c'est un échantillon qui a été recueilli, dessiné sur le frais, sur un échantillon cueilli à Biarritz, sur la Talaï, le 30 août 1955. À tous les coups, il est dans votre herbier. Hein. Ah, voilà, vous reconnaissez. Voilà. Ah, vous arrivez à lire, vous avez des bons yeux. Et des bonnes lunettes. Et donc, voilà. Alors, c'est très intéressant, cette histoire de... alors, je peux quand même dire que ce sont des astéracées, anciennement composées, on peut dire ça, compositées, on dit aussi aujourd'hui, voilà, et qu'elles viennent d'Amérique latino-américaine. Alors là, on va passer un petit moment parce que c'est là où on va faire le virage, l'arrimage avec l'ethnologie. Quand j'ai mis en place ce PowerPoint et que j'ai décortiqué cette histoire de planche de dessin, là, il dessinait vraiment bien, j'ai demandé à Anne-Elisabeth. Alors là, la date, c'est combien? 56, on a dit? Non, 55. J'ai demandé à Anne-Elisabeth si elle avait vu passer ça, comme ça vient d'ici, dans l'herbier du Pays Basque. Est-ce qu'elle avait vu passer
un échantillon de cette époque-là. Et elle m'a dit, c'est drôle hein, l'existence, elle était en train de préparer un échantillon. Alors c'est pas forcément celui-là, mais c'était quand même le même Galinsoga, et elle était en train de le préparer pour le passer dans l'herbier numérique. Et ni une ni deux, elle a demandé à ce qu'il soit numérisé, et voilà, donc, hein, c'est comme ça, les équipes au long cours, ça continue de fonctionner. Et alors vous voyez donc les détails, le lieu de récolte. Oui, là je suis en train de mélanger les deux Galinsoga. Là c'était l'échantillon du jardin des plantes, dans l'allée centrale, hein, c'est celui-là. Voilà, c'est-à-dire que les étiquettes sont extrêmement bavardes, extrêmement précises sur les circonstances, les lieux, les moments de l'histoire où le botaniste a herborisé. Et que dire quand on regarde de près les étiquettes? Alors là, à droite, c'est de la main d'Anne-Elisabeth, et à gauche, c'est l'étiquette historique de Paul Jovet. Alors vous voyez tout, plate-bande, non bêché. Je vais bientôt passer à la question du rapport avec les jardiniers. Et allée centrale, Jardin des Plantes, Paris, 8 juin 1963. 63, voilà. Bon, enfin, les étiquettes, c'est vraiment une source d'information inépuisable et très, très précieuse. Alors, cette histoire... Alors, Paul Jovet s'intéressait beaucoup aux deux espèces de Galinsoga dont je viens de parler, le Parviflora et l'Aristulata. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on raconte leur histoire dans ce petit fascicule pour lequel on a herborisé ensemble, à travers lequel on voit comment on passe de la botanique à l'ethnobotanique, et qui pour moi est vraiment très très émouvant. Alors ça a été publié dans la série des guides du Jardin des Plantes à destination des usagers du jardin. Et c'était vendu dans la librairie du Jardin des Plantes de la Grande Galerie de l'Évolution à l'époque. Et donc ça s'appelle Les herbes folles du Jardin des Plantes. Pour moi, c'est très très émouvant parce qu'il y a une dédicace. On voit bien qu'il était quand même en perte de... Il avait un peu de mal à rédiger. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le titre. On va y revenir. Et puis vous voyez, en dessous, il y a une dédicace pour le service des cultures et les jardiniers du muséum. Alors le rapport entre Paul Jovet et les jardiniers du muséum se posait un peu là. Je vais expliquer. Alors, je vais aussi expliquer Herbes folles. Mais d'abord, je vais passer par cette carte qui a été publiée pour la première fois dans les comptes rendus de la Société de biogéographie en 1931, donc il n'était pas encore au muséum, il est rentré en 1933, je crois. Hein. Et il était toujours instituteur, là. Et cette carte est très, très intéressante. Vous voyez toujours sa signature, hein, c'est une carte de son cru, mais il reprend des documents historiques. Et en fait, ça montre la propagation des deux espèces et le jeu historique entre les deux populations des deux espèces, parce qu'il y en a tantôt une population qui prend le dessus et tantôt l'autre. Et alors, les points là, avec les dates, figurez-vous que ces plantes-là sont sorties des jardins botaniques à travers l'Europe. Le point de sortie de... les deux espèces sont entrées dans l'état sauvage, spontané au moins, sont devenus des adventices à travers l'Europe, à très grande échelle. Je peux vous dire que les jardiniers de la ville de Paris connaissent très très bien les Galinsoga par leurs petits noms et ils leur donnent d'autres noms. Ils les apprécient pas beaucoup, enfin ça se déracine très facilement. Mais en fait c'est complètement explosif, quoi. Et ce sont les jardins botaniques qui sont à l'origine de cette propagation à travers l'Europe. Et alors moi j'ai collé ce nom-là, je m'avance en disant que on peut considérer les Galinsoga comme des plantes emblématiques de Paul Jovet. Bon, tout se résume pas à son rapport avec ces plantes-là, mais enfin,
on comprend beaucoup de la personnalité de Paul Jovet à travers les Galinsoga. Alors, on va cerner maintenant l'idée d'herbe folle. Je précise qu'on a énormément discuté autour de cet écrit commun et on a beaucoup discuté autour du titre. Et l'idée du titre, les herbes folles, ça vient absolument de lui, il y tenait beaucoup, mais moi ça m'allait tout à fait bien aussi. Alors en fait, qu'est-ce que ça vous inspire, herbes folles, par rapport au jardinier? Eh bien, ça pourrait être un autre nom de mauvaise herbe. Alors, en fait, c'est un symétrique. Mauvaise herbe, c'est du côté du négatif. Herbe folle, c'est du côté du positif. Pour le jardinier, mais pas les jardiniers du muséum. Alors ici, j'en sais rien. Ce serait bien qu'il y ait plein de jardiniers aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de cette intéressante question. Évidemment, le rôle du jardinier, même au muséum, où les jardiniers sont aussi des botanistes, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quand même, surtout dans la grande esplanade du muséum, dans l'allée principale, c'est de maintenir, on est dans un ordonnancement des jardins à la française. Donc il faut quand même maintenir le style du jardin. Et donc contrôler le surgissement et le développement de la vie sauvage. Hein? Le jardinier, pour lui, les Galinsoga, c'est des mauvaises herbes. Et donc il gratouille, et a fortiori quand il sort son cordeau et qu'il remet de l'ordre et qu'il retrace des lignes droites et qu'il bêche, tout ce qui est à droite pour lui c'est des mauvaises herbes et tout ce qui est à droite pour Paul Jovet ce sont des herbes folles. Et quand on considère les relations entre Jovet et les jardiniers du muséum, c'est vraiment très très intéressant. Jovet avait bien compris qu'il y avait là un enjeu très important et c'était un pédagogue né, il était instite, puis il aimait beaucoup faire valoir ses idées et il a joué un rôle très important dans la formation continue destinée aux jardiniers. Et les jardiniers qui étaient aussi des botanistes, on n'est pas des jardiniers comme les autres quand on travaille dans un grand jardin comme celui-là. Et donc, chacun se frottait à l'autre autour de la question de l'herbe folle et des mauvaises herbes dans le cadre de la formation continue. C'est un jeu parfois tendu, hein, parce que les intérêts des uns sont pas forcément ceux, et les priorités des uns sont pas forcément les priorités des autres. Là, à gauche, on le voit, alors tout à fait à gauche, c'est un de ses collègues, Claude Sastre, qui était un spécialiste de la flore de Guyane. Lui avait été alerté par les jardiniers, ils se connaissaient très très bien, c'est une vraie communauté, hein, les botanistes et les jardiniers au Jardin des Plantes et au Muséum, et ils avaient trouvé un épipactis, je ne sais plus lequel, latifolia je pense, donc on voit Claude Sastre qui invite son collègue à se baisser, il était déjà âgé, hein, en septembre 87, pour venir voir la plante. Et les deux jardiniers, là, contents, ont interrompu leur travail pour montrer qu'ils avaient bien compris que c'était là une plante très intéressante et qu'il fallait la préserver. Et Paul Jovet n'a eu de cesse de dialoguer avec les jardiniers et notamment pour mettre en culture des espèces qu'il avait découvertes, notamment des adventices, un Galinsoga, le Galinsoga aristulata, qu'il a découvert un peu plus tard, il l'a fait mettre en culture au jardin alpin. Donc il y a des négociations entre corps de métier. Et alors je peux vous dire que à partir du jardin alpin, le Galinsoga aristulata, il a pris la poudre d'escampette et il a activement contribué à alourdir le travail des jardiniers. Alors, est-ce que vous reconnaissez la scène qui est... En fait, c'est moi qui ai fait cette photo quand j'étais en train de faire ma thèse avec Paul Jovet. Est-ce que vous reconnaissez le lieu? Ben, c'est pas du jeu puisque j'ai marqué en dessous.
Alors on voit Paul Jovet à gauche, en train d'escalader une pente quand même non négligeable. C'était en 78, il commençait à prendre de l'âge. Et on voit les deux jardiniers, dont un qui le regarde, je pense un peu goguenard quand même. Et Jovet, c'était aussi un des fils rouges de ma recherche. Jovet était tout le temps en train de traquer le sauvage qui continuait de s'infiltrer ou de revenir, ou du moins de persister au milieu d'espaces très très cultivés comme ces pelouses. Et donc, notamment, il traquait une bruyère qui était en voie de raréfaction, qui doit être dans les herbiers, Erika Vagans. Et donc, il abreuvait les jardiniers de recommandations pour ne pas trop faucher souvent et pour faucher au bon moment, vous savez bien, en dehors des floraisons et de la production de graines. Donc, une espèce de jeu du chat et de la souris sur le thème de la mauvaise herbe et de l'herbe folle. Et voilà, alors je synthétise, attendez, je vais voir, ah oui, d'accord, donc je reviens. Voilà, je vais un peu synthétiser et revenir à ces histoires d'herbes folles, j'en ai pas tout à fait terminé. Donc, portrait de Paul Jovet. C'est un grand botaniste, reconnu, incontestablement. C'est aussi un savant atypique. Dans une institution vouée à l'exploration des richesses sauvages de mondes lointains, il se voue quant à lui à l'exploration de la flore de France, on est bien d'accord. Alors, ça se décline. C'est en ça qu'il est vraiment encore plus atypique. La flore spontanée, mais aussi la flore adventice, donc la flore qui échappe d'origine lointaine, d'origine implantée dans le réseau, le tissu des jardins botaniques à travers l'Europe. Et donc des plantes, pour reprendre, vous connaissez Gilles Clément, le grand paysagiste. Et lui, pour lui, sa terminologie, c'est pas herbe folle, c'est vagabonde, les plantes vagabondes. Il aime beaucoup, il appelle il les appelle les galins sauges. Donc il invente un nom vernaculaire à lui, il peut se permettre, c'est une star, hein, Gilles Clément. Alors, Paul Jovet s'intéresse de près au milieu très humanisé. Et je dirais même qu'il a une affinité de cœur pour les milieux très humanisés. Mais tout cela n'en fait pas un ethnobotaniste. Ce qu'il n'a jamais prétendu être. Par contre, moi, travaillant avec lui, j'ai introduit du jeu ethnobotanique dans les relations d'échange et d'autre part dans la relation d'écriture et de production. Alors, je vais en dire un peu plus. Alors, voilà la question que je pose. Les herbes folles, une ethnobotanique du jardin des plantes. Alors, vous avez bien compris qu'il y a de ça. Il y a un zeste, je dirais, d'ethnobotaniste, parce que pour tout dire, il a un petit peu résisté à établir une relation forte, frontale, équilibrée entre l'aspect botanique et l'aspect ethnobotanique. Ça lui plaisait pas tellement. C'est ça la relation de maître à disciple. Hein. Il y a quand même un peu comme quelque chose comme la reproduction. Mais on a un devoir d'insolence quand on est dans une relation forte avec un ancien. Il y a tendance à y avoir une forte emprise. Alors un jour, l'ethnobotanique, ça sert à raconter des histoires. Et alors Audrey Cour excellait en la matière, Pierre Liotagui encore plus. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'ethnobotanique, c'est ludique. On raconte des histoires. Là, on est dans un, on peut dire, le lieu du pouvoir au Jardin des Plantes. De toute façon, le Jardin des Plantes et le muséum sont des institutions au plus près du pouvoir. Le Jardin du Roi, hein, transformé en Jardin des Plantes. Et on est à Paris, évidemment. Et là, on est devant l'hôtel de Magny, qui est l'ancien lieu de la direction du muséum. Alors, il y a un parterre en face, donc vous voyez qu'il est assez... la terre est à nu. J'ai fait cette photo décalée dans le temps. Le parterre était en train d'être complètement refait. Et quand j'ai fait cette récolte assez étrange, là, à gauche... le parterre était plutôt justement
il avait un air un peu hirsute, quoi. On sentait qu'il allait y avoir un changement de fond et du coup il était un peu abandonné. Est-ce que vous reconnaissez ces 3 plantes? Il y a des jardiniers de potager parmi vous. Je vous mets sur la piste. Hein. Alors, oui, à droite on a un chou, au milieu on a une laitue que je qualifierais volontiers de scarole. Mais je jardine très activement du sauvage et du cultivé. Et à gauche, on a un radis qui est fleuri. Alors, qu'est-ce que ça faisait là? Alors, j'ai trouvé ça très exactement à la limite entre comment on appelle ça, le caniveau, le petit caniveau pour faire couler l'eau, et puis la barrière, là. C'est là où il se passe toujours des choses intéressantes du côté des herbes folles, mauvaises herbes. Alors, j'avais extirpé ces 3 plants pour faire la photo que voici. Et Jovet s'était éloigné parce que ça le gonflait, quoi, ça n'intéressait pas trop ce que j'étais en train de faire. Et j'entends une dame qui dit, elle vient derrière moi, elle me dit, d'un ton un peu pas très content, mais qu'est-ce que vous faites? Et alors je lui explique ce qu'on faisait, Jovet et moi, et puis moi, pourquoi ce truc-là, ça m'interpelle. Et alors cette dame, elle était à droite, là, complètement. Il y a l'Amphirouel, un grand amphithéâtre magnifique du 18e, en mauvais état d'ailleurs, mais qui a été retapé depuis, avec un très beau banc de la ville de Paris qui sort des forges de Buffon, des bancs absolument somptueux en fer, mais forgés à l'ancienne, très confortable, très beau, historique. Et elle s'était levée donc pour venir jusque-là. Et elle me dit, mais c'est moi qui ai semé ça. Et elle me raconte que elle vient tous les jours au jardin des plantes et que, comme tous les jardiniers, on est économe, hein, surtout les vieux, hein, faut rien jeter. Et donc, tant qu'à faire, elle a mis ça là. Et elle savait très bien que ça avait poussé. Alors là, on est vraiment dans l'ethnobotanique, sur le thème des rapports entre les usagers d'un grand jardin savant comme le jardin des plantes de Paris, sur la piste des manières de pratiquer le jardin et d'autre part des manières de s'approprier le jardin. Ça, c'est, si vous voulez, je pourrais vous raconter plein d'histoires là-dessus parce que j'avais un bureau qui donnait sur la ménagerie. J'ai assisté à des choses extraordinaires. Mais bon, on passe. Si on a le temps, je vous raconterai. Vous me posez la question. Quand on jette le noyau à ce genre de muse dans les jardinières, c'est formidable. Il faut continuer. Ah ben oui. Ben, ce serait dommage de s'en passer. Oui. Et alors, il y a une histoire quand même avec Paul Jovet, c'est dans son jardin à lui, mais c'est génial. Dans son fond photographique, parce qu'il y a l'herbier, mais il y a aussi tout le corpus de photos, de diapositives, aussi bien informé que par les étiquettes de l'herbier, et il a en long, en large et en travers portraituré le Petrocoptis pyrénéica qui avait germé à l'angle inférieur de son balcon. Et alors il savait très bien pourquoi il était là, parce que c'était l'endroit où il secouait ses papiers journaux pour changer le papier. Et donc Petrocoptis, c'est une plante archi rare, archi endémique, si je ne m'abuse. Et donc, vous voyez, c'est ce genre d'histoire. Et alors au muséum, au jardin des plantes, c'est génial, y compris pour les oiseaux avec des histoires de merles. Je me retiens, je vous raconte pas ça. Je l'ai déjà écrit. Alors, le galansoga. Le galansoga, c'est quand même un genre très très intéressant pour parler d'ethnobotanique et d'ethnobotanique historique et archi-actuelle. Alors là, on se transporte en Afrique. Avant d'être recrutée au muséum, j'ai eu la chance d'être sollicité pour participer à des missions de la FAO, Food Agricultural Organization, dont le centre mondial est basé à Rome, et pour participer à un programme de réforme
de l'enseignement à Niamey, dans un institut pratique de développement rural qui formait des jeunes gens qui allaient jouer un rôle dans la filière agricole de leur pays. Et j'ai aussi travaillé au Cameroun. Alors autant vous dire que tout ça aujourd'hui, hein, terrain interdit. Et j'ai travaillé, c'était absolument passionnant, au Cameroun, dans cette région, vous voyez par le jeu d'emboîtement des échelles, dans le nord du pays, dans une contrée très singulière d'un point de vue culturel qui s'appelle le royaume Bamoun. Et dans ce cadre-là, alors j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite, avec qui j'ai écrit plusieurs livres, dont celui-là, mais dont aussi un livre qui s'appelle Comprendre un paysage, un peu plus tard, Comprendre un paysage, guide pratique de recherche, ça c'était à l'INRA. Le personnage en question, ami de cœur, qui a disparu depuis plusieurs années, un altermondialiste, quelqu'un d'un précurseur complet, agronome, socio-économiste de l'INRA, un batailleur et un homme de cœur formidable. Et on a travaillé ensemble sur les deux terrains et les deux pays et dans le cadre des mêmes programmes de la FAO. Et on a vraiment bien sympathisé, on a continué ensemble. Moi, au pays Bamoun, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est de faire un inventaire des plantes nommées, car utilisées, et en tout cas repérées, nommées donc dans la langue Bamoun, et j'ai fait une liste de plantes utilisées qu'on trouve à la fin d'un ouvrage que voici. Oh, comment ça se fait que c'est tout noir? Oh, ça c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Ah ouais, moi je suis de la tribu Macintosh, je défends ma tribu. Et alors tant pis, ça s'appelle Comprendre une économie rurale, guide pratique de recherche. Ça c'était en 1981. Et donc il y a cette liste de plantes. Alors là vraiment on est dans la pratique basique de l'ethnobotanique. Hein, je vous rappelle la première définition, c'est le repérage, l'inventaire des usages de plantes et ça va de pair avec le repérage des noms donnés dans les langues locales. Et alors ça vaut pour l'Afrique comme ça vaut pour le Pays basque. Et voilà, alors là ce qui est génial, j'espère que vous arrivez à lire quelque chose. La plante en question s'appelle Ganga lapin. Alors, Ganga, c'est un terme générique, ça veut dire herbe. Il y a un terme différent pour mettre dedans tous les arbres, donc les ligneux, les bois durs. Alors, Ganga lapin, alors ça c'est vraiment formidable, c'est la mémoire de la colonisation. C'est-à-dire le mot lapin, c'est le mot français. Pendant la colonisation, alors il s'agit du galinsoga parviflora, et qui était utilisé, on avait développé, sous la colonisation française, il avait été développé une filière de l'élevage de lapins. Et le galinsoga, on était dans une cuvette. Nous, on a travaillé dans un village qui était dans une cuvette maraîchère. Et les galinsoga aiment beaucoup les terres remuées. C'est vraiment une adventice au sens des agronomes, une concurrente des cultures dans les terres remuées, dans les potagers. Et on est dans une logique du recyclage et de l'utilisation de tout. Rien n'est perdu. Alors, on sarcle, on nettoie les cultures et en même temps, ça fait un fourrage formidable. Donc, Ganga lapin, il y mangeaient plus de lapin, il y avait bien, c'est des grands chasseurs les Africains et il y avait encore pas mal d'animaux sauvages, comestibles. On n'élevait plus de lapins, mais la plante a gardé le nom de l'ancien temps et de l'ancien contexte colonial. C'est pour vous mettre sur la voie des ressources de l'ethnobotanique.
Bon, donc voilà, ça c'est le bouquin dans lequel ça a été publié. Alors ça c'était l'ancien temps, hein, les listes, les livres et tout. Il y a une recherche formidable à faire et c'est un geyser d'informations, c'est absolument passionnant. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, Plantuse. C'est lié à Tela Botanica et c'est d'ailleurs un ethnobotaniste anciennement du muséum, Michel Chauvet, qui est à l'origine de ce fonds, hein, de ce corpus d'informations qui décline plant use, donc hein, ça dit bien ce que ça veut dire, on est dans la dénomination en relation avec les usages, et là on est dans le domaine des ressources de l'Afrique tropicale. Et alors vous avez, c'est très 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 sérieux, quoique vous savez bien, l'information, nous les étudiants on n'arrêtait pas de leur casser les pieds. C'est une ressource infinie, hein, Internet. Mais par contre, il faut une méthodologie extrêmement rigoureuse pour contrôler le sérieux de l'information et toujours la remettre en question. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les noms vernaculaires, c'est d'une pauvreté absolument invraisemblable. Alors les Galinsoga, qu'il s'agisse de Parviflora ou de l'autre, sont des espèces qu'on retrouve à l'échelle mondiale. Ils sont partout. Et comme ce sont des plantes à ressources formidables, vous allez voir, on a inventé des noms, comme Ganga lapin, tout à l'heure au Cameroun, partout. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive au Pays Basque d'ici ce soir. Quand ce sont des plantes intéressantes, que ce soit pour des usages alimentaires ou des usages médicinaux, on donne des noms. Il faut un intérêt. Et on donne des noms locaux, par exemple en basque, ou des noms beaucoup plus... Alors il y a tout un système de noms. Ça, c'est un point méthodologique très important de l'ethnobotanique. C'est ce qu'on appelle le système des noms. Il y a le nom latin, très important. Il faut savoir de quelle espèce il s'agit. Ensuite, il y a le nom vulgaire, le nom commun. On dit aussi le nom vernaculaire. Et ensuite, il y a les noms locaux. Les noms, alors à patois, ou au Pays Basque, les noms dans la langue basque. Et il faut vraiment mettre en correspondance ceci et cela. Alors ça, c'est la limite donc des ressources de plant use. Mais vous voyez la série des usages. Alors, il repère divers usages médicinaux et aussi de plantes fourragères. Ils ne citent pas notre bouquin, c'est un scandale. Ils n'ont pas vu passer notre bouquin. Je plaisante complètement parce que c'est paru aux éditions de l'Harmattan, c'est quand même une très très faible diffusion. Et par ailleurs, alors on trouve d'autres choses. Alors Tela Botanica, évidemment, vous connaissez tous Tela Botanica, parce que là c'est du sérieux. Hein. Là c'est du sérieux et ils travaillent en relation étroite d'ailleurs avec des botanistes du muséum. Et là il y a plein de ressources. Bon, du point de vue de l'ethnobotanique, ça se discute, mais ce ne sont pas des ethnobotanistes, hein, vieux de la vieille, donc c'est pas grave. Et alors là, par contre, je ne sais pas si vous voyez bien à droite, mais on voit une recette. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on est en Colombie, et en fait, c'est le lieu d'origine historique de ces plantes, toute l'Amérique latine, dont la Colombie. Et alors là, on a une somptueuse recette de blanc de poulet avec plein de choses, dont de rameaux, de tiges, de branches, comme vous voulez, de Galinsoga. À gauche, c'est plus curieux. Alors, j'ai pas eu le temps de creuser. De toute façon, il y aurait vraiment une recherche formidable à faire sur Internet, sur cette entrée-là, parce que cette plante, c'est devenu une star. Il faut dire en arrière-plan que l'ethnobotanique est à la mode. De mon époque, la botanique, c'était une petite spécialité historiquement au muséum en France. Après, il y a eu plein de lieux, dont Pierre Liotagui, on va en parler plus tard. Mais aujourd'hui, l'ethnobotanique est à la mode. Les usages et les noms donnés aux plantes, c'est très, très à la mode. Alors du coup, il y a eu une efflorescence sur Internet, dont ce site incroyable
La rencontre amoureuse, Strada. Alors, est-ce que vous voyez le sous-titre? Là, j'ai oublié. Alors, c'est la recherche de l'équilibre de soi, etc. Alors, eux, ils titrent Galinsoga, un désastre pour les jardiniers. Alors là, c'est côté mauvaises herbes. Une aubaine pour les gourmands, côté herbes folles. Et ressources ethnobotaniques. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, maintenant, on a fait le passage de la botanique à l'ethnobotanique. Je vais aller, ça va beaucoup plus vite maintenant. André-Georges Audricourt, alors lui, au carrefour de tout, c'est un espèce de génie totalement inclassable, un type un peu asocial, d'une timidité invraisemblable, d'une intelligence folle. Alors, ethnobotaniste, linguiste, la linguistique, c'est quand même une spécialité universitaire extrêmement difficile. Elle a fait des découvertes majeures. Historien des techniques, il se contentait de rien du tout. Et par ailleurs, vous voyez, c'était à l'occasion d'un tournage d'un film qui s'appelle Audricourt et ses disciples. C'était dans le bois de Meudon. Vous trouvez ça sur Internet, hein, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Alors, vous voyez son air malicieux, c'était un type absolument incroyable. Alors, ce qui relie les deux savants, une grande curiosité, une ouverture interdisciplinaire. L'ethnobotanique, moi, ça me plaît parce que c'est ça. C'est pas fermé. Et tout le monde peut se l'approprier et ça peut aller très, très loin. Et c'est, quand même, il y a eu des racines, il y a un patrimoine historique et c'est complètement branché sur l'actualité. Alors, Paul Jovet, c'est une grande ouverture au sein c'était un naturaliste, un botaniste, mais aussi un naturaliste, c'est-à-dire les trois règnes de la nature. Avec cette dimension de la biogéographie, c'est-à-dire la phytogéographie, l'analyse, l'interprétation du pourquoi, du comment, de la distribution des plantes sur la planète. Et par contre, André-Georges Audricourt, par-delà la frontière entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme, c'est une bien plus grande interdisciplinarité. Une liberté de penser et une position hors norme dans l'institution. Alors c'est simple, Audricourt, il a quand même été recruté au CNRS, mais il était autant au muséum qu'au CNRS, c'est quelqu'un qui était libre comme l'air et qui était inclassable. Enfin, insaisissable du point de vue institutionnel. L'amour des plantes, on peut dire des gros mots, l'amour des plantes, pour l'un comme l'autre, une même méthode, une même tournure d'esprit, le goût du terrain, penser à partir du concret. Cela vaut pour l'herborisation comme pour le relevé de faits ethnographiques. Hein, c'est l'attention aux détails et au concret, à partir du quoi on peut partir dans des grandes interprétations, et même de la théorie. Relever, identifier, cela va de pair avec la dénomination, hein, connaître, reconnaître, nommer, saisir les usages sociaux pour l'ethnobotanique, mais sur la base de la reconnaissance de la plante, de la dénomination, sur tous les plans, le système des noms, la passion de l'enseignement, de la transmission, tous les deux, et l'attachement au muséum. Alors, le voilà, toujours avec ce regard ironique. Là, c'est une photo qui a été prise en 1983 au laboratoire d'ethnobotanique et d'ethnozoologie du muséum. J'avais déjà été recrutée au muséum dans cette équipe. Un autre grand ethnobotaniste, qui est Jacques Barrault, l'avait qualifié de passe-muraille et ça lui est resté. C'est vraiment, vraiment. D'autres ont parlé à son sujet de touche à toute genie. Il était presque pas humain, quoi. C'était quelqu'un d'une vraiment. On y voit quelque chose là, oui. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'homme et les plantes cultivées. 1943, c'est dans la conclusion folle, 2 pages de conclusion, 25 pistes de recherche pour des générations de chercheurs. Et c'est dans les derniers mots de la conclusion qu'on introduit pour la première fois le mot d'ethnobotanique. Et ça traite de l'homme et des plantes cultivées. Alors lui, il était agronome de formation, content d'être sorti tout dernier
de l'Institut d'agronomie de Paris. C'est quelqu'un de très très goguenard, quoi. Il n'aimait pas les agronomes en général. N'empêche que ses centres d'intérêt majeurs en tant qu'ethnobotaniste et historien des techniques, reliant les plantes cultivées et la charrue, c'était les plantes cultivées. Un livre absolument incroyable que m'avait offert Jovet, avec une dédicace de Jovet. Comment? Est-ce que quoi? Ah, vous l'avez? Je ne sais pas. Parce que ça se trouve sur Internet, hein. Je ne vous donnerai pas le mien parce qu'il est dédicacé par Paul Jovet. J'y tiens. Ah ben voilà, très bien. C'est un bouquin extraordinaire, hein. Faut s'accrocher un peu. Alors, l'un des deux grands fils dans ce livre, et d'une manière générale de l'ethnobotanique à travers le monde, des États-Unis à la France, c'est la question de la domestication des plantes. Et notamment donc des centres d'origine et tout particulièrement des plantes clés de l'agriculture européenne, les blés et les orges. Alors vous voyez, j'ai agrandi la légende. Vous avez les aires d'origine, vous savez ou pas, qu'il y a du blé tendre et du blé dur. Et alors là, donc il y a les aires qui sont très différentes. Vous avez les stations de plantes sauvages, parce qu'évidemment, la domestication se fait à partir des aires de distribution des plantes sauvages, à la fois pour le blé dur et pour l'orge sauvage, donc. Alors, il y a très peu de cartes, mais elles sont toutes très intéressantes. Haudricourt ne se contentait pas de s'intéresser au centre d'origine. Il s'est intéressé dans la très longue durée dont je parlais tout à l'heure à la propagation et du pourquoi du comment de la propagation. Et d'autre part, il associait les espèces majeures, hein, l'agriculture européenne c'est vraiment blé et orge, originelles, hein, depuis la préhistoire, le néolithique, et d'autre part à la charrue, donc la technique en relation avec le système des cultures, avec les plantes d'un côté, d'autre part, l'outil qui permet de produire de plus en plus et de nourrir des populations de plus en plus sédentarisées, de plus en plus importantes, de plus en plus hiérarchisées, etc. Et alors, vous voyez, par exemple, c'est vraiment intéressant, il met en évidence les barrières des déserts. Non seulement la propagation historique avec les grandes flèches, mais d'autre part les barrières des déserts. Alors, là on revient à ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire le système des noms. Alors, de toute façon, je vais vous laisser mon PowerPoint, de façon à ce que ceux que ça intéresse, vous puissiez en faire ce que vous voulez. Mais donc je vous explique rapidement. J'ai agrandi la légende. Alors le maïs, dont vous savez qu'il a été introduit, ou pas, qu'il a été introduit tardivement avec la découverte de l'Amérique. L'ère d'origine, l'ère de domestication du maïs parmi d'autres plantes, les tomates, etc., c'est l'Amérique latine. Et cette histoire du maïs, introduit tardivement, et des noms, une diversité incroyable. Vous voyez le nombre de noms qui a été collé au maïs, il y en a plus de 20. Et c'est tout à fait lié à la substitution historique des plantes alimentaires. C'est-à-dire que le maïs a remplacé le millet. C'était beaucoup plus intéressant que le millet parce qu'il était plus productif. Les grains étaient très, très développés. Et d'autre part, c'est substitué au sorgho. Et les noms ont capté cette histoire de substitution à travers l'histoire de l'arrivée de ces plantes et de l'appropriation de ces plantes par les paysans. Là, c'est l'Italie du Nord. Avec parfois des zones de coexistence des noms, liées ou pas avec la coexistence des plantes. Les systèmes des noms
en rapport avec les usages des plantes, qu'on soit dans les plantes cultivées comme dans les plantes sauvages, c'est intarissable. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez. Donc, Audricourt, alors attendez, où est-ce qu'on est là? On est à Milly-la-Forêt et on est dans un jardin botanique dédié aux simples, autour d'une chapelle du haut Moyen-Âge absolument magnifique, qui est Saint-Blaise. Saint-Blaise, c'était un évêque, médecin. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit simple? Pourquoi on appelle un petit groupe des plantes d'origine, la belladone, j'ai plus ça en tête, mais vous allez trouver ça. Vous avez peut-être ça dans vos jardins. C'était introduit dans les jardins monastiques. Oui. Et ça servait à soigner tous ceux qui arrivaient. Voilà, mais pourquoi simple? On ne faisait pas des mélanges. Absolument, absolument. On les utilisait espèce par espèce. Et ça, cette photo, c'était vraiment très intéressant. J'associe un cher ami qui s'appelle Georges Métayer, qui est un très grand savant, qui est spécialiste de la Chine et spécialiste de la botanique ancienne en Chine. Il connaît tout sur tout, un type absolument adorable par ailleurs, et qui est l'héritier testamentaire de la bibliothèque d'André-Georges Audricourt. Quelle responsabilité. Et de son herbier. Alors lui, l'herbier, c'était pas son truc. Il n'était pas assez patient, il n'était pas obsessionnel comme l'était Paul Jouvet. Lui, c'était un grand navigateur de l'esprit. Et alors cette photo pour dire que il adorait transmettre. Nous, on adorait la transmission avec lui. Et qu'on aimait beaucoup faire du terrain avec lui parce que c'était quand même quelqu'un d'incroyablement intimidant. Ensuite, en plus, il était misogyne, pour tout vous dire, et il était très timide, donc il était très cassant. Et comme le champ de ses connaissances il connaissait la structure de 53 langues. Ça ne veut pas dire qu'il les parlait, mais ça veut dire qu'il s'y retrouvait. Il comprenait la structure des phrases c'est un génie absolu. Mais sur le terrain, comme il adorait ça, il était simple, il était joyeux et il était sympa, pour tout dire. Voilà. Donc ce jour-là, on était ensemble, c'était en juin 91 et on était dans ce jardin des simples de Saint-Blaise, donc à Milly-la-Forêt. Au lieu de la culture il y a plusieurs exploitations qui produisent, plusieurs fermes qui produisent des simples. Milly-la-Forêt, c'est connu pour ça. Alors voilà, impossible de parler des jardins ethnobotaniques parce que le jardin de la chapelle Saint-Blaise, c'est un jardin ethnobotanique sur le thème des simples. Impossible de parler des jardins ethnobotaniques et de parler de l'ethnobotanique française en général sans parler de Pierre Liotagui, que j'ai aussi très bien connu, qui est toujours bien de ce monde, et qui est quelqu'un qui sait beaucoup plus, c'était un grand savant aussi, chimiste d'origine, et qui aime, il faut que je mette le présent, qui aime se présenter comme botaniste, écrivain. Et effectivement, il a une production incroyable. Il est connu par ses livres, dont le tout premier qui l'a immédiatement fait connaître d'un public élargi. Ça, c'est très important. Je pense qu'il il a compté beaucoup pour la diffusion, voire le phénomène de mode autour de l'ethnobotanique. Et dans sa région, c'est-à-dire le sud de la France et plus particulièrement la Haute-Provence, c'est une star médiatique, tout le monde le connaît. Et alors là, on plaisante avec les collègues parce que ces livres, il y a une ferveur autour de lui, et ces livres sont tellement connus que le savoir local est complètement pétri de son savoir savant à lui. Il y a une espèce d'hybridation entre la tradition locale, tout particulièrement
vous voyez, j'ai retenu ce bouquin-là à cause du titre, Badasson et compagnie. Ça nous permet d'affiner la question des dénominations. Alors lui a beaucoup travaillé, ça c'est vraiment son jardin personnel, c'est la tradition, la pharmacopée. Et alors pourquoi j'ai retenu donc Badasson, pourquoi? Alors ça, je tourne encore une fois autour du système des noms. Alors le titre qui donne, pas très bien explicité d'ailleurs, il y a d'un côté le plantain. Alors c'est un nom qu'on trouve dans beaucoup de flores. Alors ça dépend des flores. Coste n'aimait pas du tout les noms vernaculaires. Hein. On en trouve des noms vernaculaires dans sa flore, mais pas beaucoup, il s'en méfie. En général, quand même les botanistes, Vaudricourt disait, moi, je fais l'ethnobotanique des botanistes qui parlent une langue secrète, comme toutes les ethnies. C'est-à-dire qu'ils parlent latin, et ça pour mobiliser certains sociologues bien connus, c'est un signe de distinction. Et donc les botanistes qui sont très à l'affût des erreurs de détermination, quand on détermine, il faut que ce soit clair et net. Et ils ont peur du risque de confusion avec des termes qui sont, alors on appelle ça englobants, c'est-à-dire le même nom peut concerner plusieurs espèces botaniques. Donc il faut toujours être très très attentif de mettre ensemble, pas forcément sur le même plan mais en correspondance, d'un côté le nom scientifique et de l'autre côté ce que j'ai appelé le système des noms. Alors plantain c'est quoi? Ben, ça vient de plantago. Ça vient du latin. D'ailleurs, il faut savoir que les botanistes anciens ont souvent puisé dans les noms locaux pour coller leurs noms scientifiques sur les plantes. Ça marche dans tous les sens, cette histoire. Alors, plantain, c'est le nom un peu qui vient du latin et qui est banalisé, le nom vulgaire, si vous voulez, le nom commun. Alors, Badasson, c'est quoi? Provençal. C'est le nom provençal. Et il s'agit du plantain Saint-Pervirens. Alors, Badasson, j'ai un peu regardé, il y a d'autres espèces. Alors, il y a tout un système de dénomination autour de Badass, Badasson. Mais lui, il n'est pas rentré là-dedans. Badass, je n'ai pas vu d'entrer dans tous ces bouquins, une des richesses de ces bouquins. Alors, vraiment, si vous avez les moyens de faire des investissements, il faut acheter tout Vaudricourt. Parce que c'est vraiment formidable, quoi. Tout Liotagui. Oui, Vaudricourt, c'est plus difficile d'accès, c'est très important, mais en plus, Liotagui, avec ce visage incroyable, il écrit très bien. Il a une langue fleurie, il écrit très très bien. C'est une langue savante, mais accessible. Voilà. Très important, les noms dans les langues locales, quand elles existent encore, que ce soit le provençal, l'occitan, le basque, le corse, le breton, ou les patois, partout à travers la France. Alors, à ce stade, j'ai bientôt fini, j'insiste sur le fait que, lui, il parle de tradition médicinale. Le propre de l'ethnobotanique, c'est de saisir par la méthode de l'enquête sur le terrain, c'est-à-dire il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut séjourner, il faut créer des relations de confiance, il faut s'adresser aux bons, on appelait ça dans l'ancien temps les bons informateurs, c'est pas beau, ça fait un peu policier. Les personnes qui sont détentrices du savoir, tout le monde dans la société rurale paysanne n'était pas détentrice d'un savoir. Tout le monde n'avait pas le même savoir. Il y en avait qui avaient des savoirs beaucoup plus élaborés que d'autres. On sait bien les remèdes de bonnes femmes. Il y avait des guérisseuses. Il y avait des gens qui avaient des dons. Il y avait des gens qui avaient des fonctions particulières dans la société paysanne et qui avaient hérité de connaissances approfondies. Vous voyez, l'ethnobotanique, ça va très très loin.
Le niveau, quand on prend, d'abord il faut localiser, il faut faire du terrain, on sait où on va, pourquoi où on va, et ensuite on cherche la diversité. Là on est dans le système du savoir, des savoirs. Il y en a qui savent plus que d'autres. Pourquoi ? Quels sont les usages particuliers, quelles sont les fonctions, quels sont les statuts particuliers des gens qui sont détenteurs de savoirs plus élaborés que ceux des autres. Après, il y a un deuxième plan qui est celui d'un partage beaucoup plus ordinaire du savoir. C'est infini l'ethnobotanique. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer par la base, c'est-à-dire vraiment s'attacher aux noms et aux connaissances qui vont avec. Ça va ? Alors, on le voit, donc Liotagi, là, les sorties ethnobotaniques, les histoires. Alors Liotagi et ses histoires, parce que c'est un puits de connaissances, puis il adore ça. Et vous voyez comment le personnage à la veste en imitant peau de mouton, là, c'est un des grands jardiniers. Est-ce que vous connaissez ce lieu inouï? Si vous ne le connaissez pas... Moi, je peux dire que c'est à côté de Fort-Calquier. Voilà. Donc les Alpes Man. Ouais, oui, c'est le Man, c'est le village à côté. Et je trouve que c'est un lieu, d'abord c'est très beau, là, c'est l'ancienne... Un prieuré. Prieuré. Voilà. Et ce sont des lieux de ressourcement énormes. Ouais, c'est un endroit extraordinaire. Et c'est géré par le département. À l'origine, c'était la commune. À l'origine, c'était un groupe. Là aussi, il y a un homme d'église à l'origine de tout. Alors, comment il s'appelle? Les Alpes de Lumière. Le lieu, ça s'appelle... le prieuré s'appelle Salagon. Salagon. Vous allez sur Internet, vous trouvez tout. Le village de proximité, c'est Man, et la petite ville, c'est Fort-Calquier. C'est très difficile d'accès, hein. C'est la limite, mais c'est d'une beauté fracassante et c'est un lieu complètement inspiré. Et il y a un groupe d'allumés. D'ailleurs, ils ont créé la baie en question. Comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus là. Il a créé une association qui s'appelle les Alpes de Lumière, et d'ailleurs c'est devenu, ils sont des éditeurs. Et ensuite, ça a été transféré à la commune parce il y a eu des chantiers de restauration. C'était une ancienne ferme et c'était en très très mauvais état. Et la commune a ensuite transféré au département, et enfin Pierre Liotagi a pu avoir un statut d'ethnobotaniste départemental. Par ailleurs, a été recrutée une ethnologue en poste qui était conservatrice. Et il y a eu un moment important d'attribution d'un label attribué par le ministère de la Culture. J'étais associée à ce bazar, je pourrais vous raconter. Bon, bref, c'est devenu un ethnopole. Et c'est surtout, il y a une réputation extraordinaire. Et là où je voulais en venir, c'est que dès que, dans ce processus au long cours oui, c'est aussi un haut lieu des rencontres nationales de l'ethnobotanique avec des séminaires de recherche qui ont tous été publiés. Et la publication de l'ensemble de ces séminaires, c'est très très important. Si vous voulez développer un fonds ethnobotanique, c'est très important. Je dis aussi, ça c'est le rayonnement de Pierre Liotagi, qui a permis à l'ethnobotanique de s'échapper des lieux universitaires historiques pour aller vers le réseau des associations. Et tout un monde d'ethnobotanistes, de statuts extrêmement divers, de cursus de formation très très divers, d'activités professionnelles. Il y a un véritable foisonnement. Et ça, c'est la vie et l'œuvre de Pierre Liotagi, qui est par ailleurs un type complètement adorable, quoi. Et parmi ses œuvres immenses, il a créé des jardins ethnobotaniques. Et il a fait sortir
la catégorie des jardins botaniques historiques, alors médiévaux, des simples, etc., du carcan médiéval, parce que c'était étroitement associé aux simples du Moyen-Âge. Et il y a toute une série de thématiques, en plus c'est très beau. Et il y a des jardiniers, alors là il y a des jardiniers botanistes magnifiques. Alors, j'ai fini.